Bonjour à tous. Alors l'idée c'était d'abord de vous lire 8-10 minutes des extraits des Unités perdues pour que vous fassiez une idée du livre. Et ensuite je me proposais de vous faire un historique de la conception du livre, etc. Donc je commence par une lecture. Assassin, espérance des femmes, opéra de 20 minutes composé en 1919 par Paul Hindemith. Le roman Théodore de Robert Walser. Les lettres de Milena Jessenska à Franz Kafka. Heinrich von Kleist brûle le manuscrit de Robert Guiscard, duc des Normands, et tente de s'engager dans l'armée napoléonienne quand le poète Wieland lui fait part de son admiration pour ce texte. Disparu, les poèmes de Robert Quillet qui jonchaient les nuits d'ivresse, le parquet de la maison de Grottegan à Molinas. Celui-ci les ramassait le matin et les disposait dans un bol sur son piano, pour la postérité, disait-il. Le journal d'Anne-Marie Schwarzenbach, détruit par sa mère. La Confusa, comédie de Miguel de Cervantes. Jean Giono tourne en 1933 et en 1937-1938 quelques fragments de films poétiques sans personnages. Ces documents n'existent plus. La teneur d'une conversation téléphonique Staline-Pasternak suite à l'arrestation d'Ossip Mandelstam. La chevelure de Pierre Guyotat. Jérôme David Salinger depuis 1959. Le trait d'APL. En 1905, parce que les éditeurs refusent de publier Stephen Hero, James Joyce jette au feu le manuscrit. Au prix de quelques brûlures, sa compagne Nora sauve un cinquième du texte. Le manuscrit d'un drame de Georges Büchner consacré à l'Arétin. Wojciech est inachevé. Le prêt de Bégine, film de Sergei Eisenstein. Après 20 esquisses, Pablo Picasso renonce à faire le portrait d'Helena Rubinstein. Pendant son séjour de 7 ans à Berlin, Robert Walser écrit 3 romans. Il les brûle ensuite sans chercher à les publier. Un bon tiers du film Métropolis de Fritz Lang a disparu à jamais. Le récit érotique Histoire d'une fille de Vienne racontée par elle-même, 1906, est signé du pseudonyme Joséphine Mutschenbacher. L'hypothèse fut avancée qu'il s'agissait de l'auteur de Bambi, 1929, mais les preuves manquent. Victor Hugo a noté dans ses carnets des dizaines d'amorces pour des romans qu'il n'écrivit jamais. Franz Kafka est mort sans avoir terminé le château. Jules Verne détruit toutes ses archives personnelles avant de mourir. Il craignait, semble-t-il, que soient révélés après sa mort ses penchants homosexuels et anarchistes. À Cambridge, on a volé en juin 1999 le disque dur sur lequel 15 chercheurs avaient archivé depuis 10 ans les idées de Wittgenstein sur la politique et le langage. Le livre pour quatuor à cordes de Pierre Boulez n'est jamais exécuté intégralement. Le 4e mouvement repose dans les archives de la Fondation Sarer à Bâle. Manque au journal de Jules Renard les passages supprimés par sa femme. Manque à la volonté de puissance de Nietzsche les passages supprimés par sa sœur. Du vivant de son cousin, Madeleine Gide a brûlé la correspondance d'André. Transrope Express d'Alain Robbe-Guérillet, ciné-roman inachevé. Les lettres de Proust, déchirées par Marie-Laure de Noailles, 6 ans. Le chant 7e de Val d'Aurore. En 1945, le photographe japonais Koji Inoue, sourd, perd ses négatifs dans un bombardement qu'il n'a pas entendu. Erich Wolfgang Korngold abandonne définitivement la composition de sa 2e symphonie après 2 attaques d'apoplexie. James Joyce et John Milton ont écrit leur chef-d'œuvre en perdant la vue, Finnegan's Wake et Paradise Lost. En 1964, Marcel Brodaert détruit les 50 exemplaires invendus de son recueil Le Pense-Bête en les coulant dans du plâtre, sa première sculpture. On the Road, les 7 derniers mètres du tapuscrit original de Jacques Kerouac ont été mangés par un chien.
Henri Michaud perd sa muse en février 1948, brûlée vive accidentellement. En 1909, William Carlos Williams publie Poems, son premier recueil. 4 exemplaires se vendent, les autres disparaissent dans un incendie. Engagé involontairement et traumatisé par le premier conflit mondial, Ernst Ludwig Kirchner achève Selbstbildnis als Soldat et cesse de peindre pendant 2 ans. Il se suicide en 1938. Le plagiat est la base de toutes les littératures, excepté de la première, qui est d'ailleurs inconnue, Jean Giraudoux. Les 300 d'œuvres d'Auguste Rodin, une tapisserie de Juan Miro et Joseph Royo, une toile de Liechtenstein de la série Antanature, une sculpture de Calder, le relief en bois peint Skygate New York de Louis Nevelson, des œuvres de Marie Comori et de Goldsworthy, 40 000 négatifs du photographe Jack Lowe dans les ruines du World Trade Center de New York le 11 septembre 2001. L'ex-amant de Valérie Mrégène, dit Lagrume, perd un scénario dans une rame du RER B. L'original de La Toupie, 1938, bronze peint de Hans Bellmer. Satire de Jules Stéphan, le manuscrit accepté par Georges Lambrecht en 1963, égaré, ne sera jamais publié faute de double. Influent poète surréaliste, Jacques Vacher n'a jamais rien écrit. William Burroughs n'a gardé aucun souvenir de la rédaction du Festin nu. La première version du roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, rédigée aux États-Unis, est refusée par les éditeurs. La deuxième version, réécrite au Canada, est oubliée dans un bar au Mexique. Lowry perd la troisième version dans l'incendie de sa maison. En 1961, le sculpteur Armand pulvérise une contrebasse devant les caméras d'une télévision japonaise. En 1975, il détruit à la hache un intérieur bourgeois, reconstitué dans une galerie new-yorkaise. En mars 2001, il dynamite une voiture de sport à Vence. Le 15 juin de la même année, il détruit au bulldozer un living room installé dans le musée d'art contemporain de Nice. Perdu, le nom d'elle, celui de l'inconnu noyé, la repêchée morte de la Seine dont on fit un moulage du visage souriant, qui inspirait le sculpteur Rudomine et les poètes Rilke, Supervielle, Aragon. Face au désistement systématique des jeunes filles approchées, le cinéaste João César Monteiro dut abandonner à regret l'adaptation de la philosophie dans le boudoir de Sade, alors qu'il ne leur demandait rien d'autre que ce qui figure dans le livre. Les manuscrits de Velimir Klebnikov, dont il pourrait peut-être oreiller, sont perdus. Il ne subsiste plus une ligne de Chandler dans le script de l'Inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock. L'empreinte en béton d'un habitat londonien House 1993 de Rachel Bartrade est présentée 8 mois sur l'emplacement de l'immeuble original détruit, avant d'être démoli à son tour. Dans la commune d'Arquois-Pétrarquois, près de Padoue, repose le corps de Pétrarque, manque la tête. Il ne reste aucune trace du roman d'Elvesa Perkins dont Paul Bowles lut les épreuves à New York en 1959. Lors du très grand incendie des Alpilles en 1999, un seul mas est ruiné, celui de Stephen Spender. 2000 livres, des tableaux et les archives du poète disparaissent. Plusieurs textes de Bohumil Hrabal, rédigés sur sa machine à écrire Perkeo à la brasserie de Limburg, n'ont pas été conservés. Le 5 août 1944, Julien Green surprend Madame Leostein, belle-sœur de Gertrude, occupée à relire, puis à brûler méthodiquement des lettres reçues d'Henri Matisse. Guillaume Apollinaire prétend avoir égaré dans un train le manuscrit de son premier roman, La gloire de l'olive. La première version en prose de Tristan et Iseult, rédigée par Luce entre 1230 et 1235, a disparu. Les 16 dessins offerts par Amadeo Modigliani à son amante Anna Armatova ont été fumés par les gardes rouges qui les utilisaient comme papier à cigarette.
La génération perdue et l'honneur de Katharina Blum. Les 17 mesures finales du 3e concerto de Béla Bartók restent en blanc. Avant son internement, Camille Claudel détruit les œuvres de sa jeunesse. Enceinte d'Auguste Rodin, elle se fait avorter. Rodin achève l'adieu. En 1959, Balthus demande à Giacometti de remettre la toile cafetière aux 3 fruits à un garçon de café de leur connaissance, Henri. 40 ans plus tard, le tableau se retrouve mystérieusement dans la succession Giacometti. Henri n'a toujours pas été identifié. Je vais vous faire l'historique de ce livre, mais je vais vraiment commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'au tout début de cette aventure des unités perdues, il y a mon intérêt qui remonte à très loin, depuis l'enfance, pour les biographies. Et progressivement, dans ces lectures de biographies, je me suis intéressé spécialement dans les biographies d'artistes, d'écrivains, de peintres, exclusivement. Et alors, il y avait sans doute une raison à cela, c'était que j'avais des difficultés avec mon milieu familial, le milieu scolaire également, et donc j'ai essayé de trouver une sorte de réconfort dans la vie des autres, savoir comment eux s'en sortaient. Et donc c'était un enseignement pour moi. Et au fur et à mesure de ces lectures, je me suis aperçu qu'il y avait un thème récurrent qui revenait, auquel je ne m'attendais absolument pas, c'était la disparition d'œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun artiste, aucun écrivain qui n'est épargné par cela. Il y a des destructions de manuscrits, que ce soit volontaires ou involontaires, des pertes de peinture, etc. Et alors ces pertes m'affectaient beaucoup, parce que je trouvais qu'il est, comment dire, un artiste met sa vie dans une œuvre, et la perte d'une œuvre est forcément irrémédiable, quand il ne s'agit pas de multiples. On ne peut pas refaire un livre qui a été... On ne peut pas refaire à l'identique un livre qui a été perdu. La même chose pour une toile. Et voilà, donc ces pertes me touchaient, mais finalement je n'en faisais rien. Et puis un beau jour, j'ai lu l'autobiographie d'Elias Canetti, et je suis tombé sur une unité, donc je vais vous la lire. Il raconte la disparition d'une œuvre d'un de ses amis. Et cette unité donc, est très courte. Le Grand Basalte, sculpture de Fritz Wotrüber, enterré à Vienne pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne fut jamais retrouvée. Alors ça, c'est la traduction que j'ai faite de l'anecdote racontée par Elias Canetti. Et à partir de là, alors d'abord, vous noterez la concision, c'est comme ce que je viens de lire, tout est fait de manière très concise, pour éviter le pathos. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Et l'émotion, elle vient avec la succession des unités dites, elle ne vient pas dans l'écriture elle-même. Donc je crois que j'ai écrit d'une manière très synthétique, un peu à la manière des dépêches de presse, comme l'agence France Presse ou Reuters, on met l'essentiel et pas de fioriture. À la suite de cette première unité que je notais sur une feuille de papier, j'en ai noté d'autres au fur et à mesure de mes lectures. Et au bout d'un certain temps, je suis arrivé à environ 5 pages. Et c'est en voyant ces 5 pages, je me suis dit qu'il y avait une certaine cohérence dans ce travail, bien que je n'analysais pas mon travail, je ne réfléchissais pas trop, je savais que je devais le faire, mais voilà, il n'y avait pas de raison précise, en tout cas à ce moment-là. Et à la même époque, je travaillais vraiment d'une manière, j'ai été élevé d'une manière relativement classique, dans un milieu très classique, et je travaillais également dans une revue on travaillait avec des gens comme Bonnefoy, Louis-René Desforêts, on avait fait des gens assez âgés, mais qui ne représentaient pas, disons, la pop actuelle. Et donc, vers 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux arts de mon époque, que ce soit les arts contemporains, la musique contemporaine, et évidemment les écrits contemporains. Et comme je travaillais dans une revue littéraire classique, évidemment, j'ai essayé de voir ce qui se faisait de non classique, ce qui était un peu en marge. Et je suis tombé un jour sur une revue qui s'appelle If, que je ne connaissais pas, et que j'avais donc acheté à Paris.
Et je la trouvais très intéressante. Voilà, donc je l'ai mis de côté. Et je continuais mon travail. Et à un moment, donc je souhaitais, me suis demandé si ces textes-là ne pouvaient pas être publiés en revue. Alors pour être plus sûr, parce que je n'étais pas très sûr de mon affaire, je ne savais pas si c'était une absurdité ce texte. Et donc je l'ai soumis à mon amie de l'époque, qui était une écrivaine. Et donc je lui ai montré le texte et elle l'a lu. Elle a rayé quelques unités assez sauvagement. Et elle me l'a rendu en me disant « Mais non, c'est très bien, tu pourrais le faire publier. » Sauf qu'elle je lui ai demandé donc pourquoi elle m'avait supprimé certaines unités. Elle m'a dit simplement qu'elle n'aimait pas les titres dont je parlais. Donc je les ai supprimés, du coup, elles ne sont pas non plus dans la version définitive. Mais sur mon bureau, il y avait donc le texte, les 5 pages des unités, et la revue IF. Et je trouvais que, comment dire, ils se parlaient. Les deux. Donc j'ai décidé d'envoyer le texte à la revue IF. Mais avant de le faire, il fallait un titre. Je n'avais pas de titre, contrairement à tous les autres textes que j'avais entamés, où le titre venait tout de suite ou un peu plus tard, et même si ça restait une hypothèse de travail, il y avait toujours quelque chose. Là, il n'y avait rien, et donc j'ai regardé j'ai des carnets dans lesquels je note tout ce qui passe par la tête, et aussi tous les titres possibles. Et je suis tombé sur cette phrase, les unités perdues, que j'avais récupérée dans un article sur les mathématiques. Et je trouvais que c'était tout à fait pertinent, que c'était le titre qu'il me fallait pour ce texte. Donc j'ai envoyé ces 5 pages à la revue IF, qui était à l'époque dirigée par Jean-Jacques Vitton et Liliane Giraudon. Et voilà. Et là, il ne s'est rien passé pendant à peu près un mois. Et un mois après, j'ai reçu un coup de fil de Jean-Jacques Vitton, adorable. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Jacques Vitton et Liliane Giraudon, ce sont des gens charmants. Et je leur dois beaucoup, je les salue. Et Jean-Jacques Vitton m'a dit que d'abord il s'est excusé pour ce retard, et ensuite il m'a dit tout le bien qu'il pensait du texte, en me disant que bien sûr il serait publié dans la prochaine livraison. Donc j'étais heureux et je pensais que l'histoire allait se terminer là. Et en fait, le lendemain, c'était au tour de Liliane Giraudon de m'appeler et qui me disait qu'elle me proposait en fait de faire un feuilleton dans la revue IFA. Donc c'est la revue qu'on voit derrière. C'était une revue semestrielle et elle me proposait de faire 2 pages tous les 6 mois, donc à la fin de la revue. Et donc j'ai évidemment accepté avec beaucoup de plaisir. Et ça a été une belle aventure qui a duré 4 ans, de 2001 à 2004. Voilà. Alors, je vais me rapprocher de l'ordinateur. Ah non. Donc, je publie ces textes et à la suite de cette publication, peut-être 15 jours après, je reçois une lettre de François Dominique, qui était le directeur des éditions Ulysse fin de siècle, qui lui aussi m'a envoyé une lettre de 8 pages, très admiratif sur le texte, etc., et qui me proposait de l'éditer quand je le voudrais, quand je le souhaiterais, c'est-à-dire qu'il me laissait le temps d'achever ce texte pour en faire un livre, et il me le publierait après. Et ça, c'est la première fois où la notion de livre je n'avais pas envisagé jusqu'ici d'en faire un livre. Je pensais seulement travailler pour la revue. Malheureusement, ça n'a pas été François Dominique qui m'a édité, mais c'était Virgile, c'était Daniel Legrand qui a racheté les éditions Ulysse fin de siècle 4 ans après. Donc ce sera Virgile qui publiera mon texte en 2004. En tout cas, c'est à partir de la réception de la lettre de François Dominique que ma façon de travailler pour les unités perdues a complètement changé, puisque jusqu'ici c'était d'une manière relativement, décontractée, c'est-à-dire que je notais une unité quand je la lisais dans une biographie, mais là, du coup, il fallait que je travaille pour la revue et que je prévoie également beaucoup plus d'unités pour un livre. Donc, j'ai modifié ma façon de travailler et j'ai fait désormais, à partir de ce moment-là, des recherches. Donc, ça a été très systématique
Et si d'abord j'avais travaillé sur les biographies, là j'ajoutais également le travail fait au niveau, sur la presse, parce que je travaille dans la presse depuis le tout début. J'étais à ce moment-là documentaliste dans un journal économique, donc j'avais accès à la presse nationale, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Et donc, en plus de mon travail, je pouvais parcourir cette presse et puis relever des unités qui pouvaient m'intéresser. Donc, la presse a été la deuxième source de ce livre. Alors, pour procéder à cette affaire, j'ai pris donc des carnets, tous les mêmes. Je vais vous montrer, voilà, ces petits carnets comme ça. Il y en a 5, ce qui ne semble pas énorme, mais chaque carnet compte une centaine de pages. Donc, il y a là déjà 500 unités. Et qui se présente comme ceci. Sur chaque page, il y a une unité. Je découpais la partie dans un journal, ce qui m'intéressait, et en dessous, je réécrivais à ma manière pour la version publiable. Voilà. Ensuite, l'idée du livre, c'était de couvrir un maximum la perte, le manque et la perte, ça couvre toutes les époques, c'est valable à toutes les époques. Et donc l'idée, c'était de faire un livre qui couvre de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et toutes les disciplines artistiques. Voilà, mais seulement au bout de la première mouture du livre, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de documentation sur l'Antiquité. Donc là, j'ai travaillé sur Internet et ça a représenté peut-être 2% des sources du livre. Et pour compléter donc ces unités. Et sur Internet, je m'intéressais spécialement aux bibliographies des écrivains, des latins, grecs, etc. Parce que quand vous jetez un coup d'œil sur ces bibliographies, vous verrez qu'il y a énormément d'œuvres citées, mais beaucoup, il est précisé qu'elles sont incomplètes, ou alors qu'elles ont disparu, mais on sait qu'elles ont existé par des écrits divers et variés. Donc, voilà, la troisième source donc, de ce travail, c'était Internet. Alors, ce qui nous amène à la forme du texte. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le texte. Voilà, il se présente de cette manière-là. C'est-à-dire que l'idée, c'était de présenter des unités, mais pas en colonne, parce que si je les mettais en colonne, il y avait un manque de... Comment dire, on perdait l'idée de suite, et donc je voulais quelque chose qui fasse des liaisons entre les unités, je voulais qu'il y ait une chaîne qui se crée pour montrer la non-interruption du thème de la perte, quelles que soient les époques et quelles que soient les disciplines. Et donc vous voyez comment sont disposées les unités, et j'ai choisi de mettre entre ce que j'appelle les unités, c'est évidemment chaque fragment de texte. Et entre chaque fragment de texte, il y a un point, mais qui n'est pas un point de ponctuation normale, il est en suspension à mi-hauteur de la ligne, et il y a un espace avant le point et un espace après le point. De telle manière qu'on sent bien que c'est plus un point de liaison plutôt qu'un point d'interruption. L'idée, c'était vraiment de faire une continuité. Voilà. En outre, il faut que je vous montre la dernière fois. Alors, le point, il n'y a pas de point de ponctuation dans le texte, sauf erreur de ma part, à l'exception, je sais, en tout cas, d'une citation d'un écrivain américain qui cite Salinger, je crois. Et donc, dans cette citation, je ne pouvais pas la modifier. Donc, il y a 2 points, mais c'est le seul endroit. Il n'y a absolument aucun point sinon de ponctuation dans le texte. Quand les unités étaient trop longues, je les aérais en mettant des points-virgules pour éviter les ruptures. Et de la même manière, à la fin du texte, j'ai choisi de ne pas mettre de points, c'est-à-dire qu'il se termine sur une ouverture. Voilà. Il n'y a pas de point, donc on peut continuer le texte éventuellement si on le souhaite. En tout cas, ce qui était important dans la fin de ce livre, c'était l'absence de ponctuation, c'est-à-dire aussi cette idée de inachevé. Et ça, c'est une notion qui est très importante pour moi, et je vais revenir là-dessus. Mais avant, je voudrais vous montrer les couvertures. Alors, il y a eu 2 couvertures. La première a été réalisée donc par Virgile, qui m'avait demandé si j'avais des idées, etc. pour faire... alors, j'avais proposé comme motif pour la couverture le dessin
de Kooning qui a été gommé par Rauschenberg. Mais bon, ça ne lui a pas plu, et donc il s'est rabattu sur un dessin une gravure. Alors par contre, je ne sais pas comment on fait pour grossir c'est pas grave. Vous voyez, je pense, la gravure. C'est la gravure de Marcel Duchamp. Il en a fait une série, c'est une série tirée d'après des dessins de Ingres. Et les deux motifs sont tirés de deux peintures différentes d'Ingres. La première, je crois que c'est, vous savez, le bain turc, ou je ne sais plus. L'autre, je ne sais pas d'où il vient. Et donc, il a fait cette gravure en réunissant ces deux personnages issus de deux tableaux différents. Et ce sont à chaque fois des gravures qui sont complètement incomplètes. Donc, voilà. Donc, je suis content d'avoir un tableau, une représentation de Duchamp en couverture. Je lui avais dit mon admiration pour Duchamp, c'est pour ça qu'il avait fait ça. Ensuite, ça c'est la deuxième couverture, et c'est celle de l'édition de 2011 réalisée par Manuel Avanet. Enfin, la couverture a été réalisée par Sylvia Tournery, qui est en fait une femme qui est spécialisée dans les catalogues d'exposition et qui travaille essentiellement pour le musée d'art moderne de la ville de Paris. Et qui est une très belle couverture, je trouve. Elle en avait fait plusieurs, et j'ai choisi celle-là. Alors, l'inachevé, alors j'y reviens. L'inachevé, c'est quelque chose qui est important, et je m'en étais confié d'ailleurs auprès de Fabrice quand on a préparé cette soirée. Évidemment, quand je lisais beaucoup, comme beaucoup d'enfants et d'adolescents qui lisent, la suite logique, c'est souvent l'écriture. Et à ce moment-là, on a en tête l'idée de faire un roman qui semble être le genre noble de la littérature. Mais assez vite, je me suis rendu compte que le roman tel qu'il était proposé aujourd'hui encore est très tributaire de règles assez anciennes, 19e, enfin on est toujours dans l'histoire linéaire avec un début, un milieu, une fin. Donc ça ne me convenait pas beaucoup puisque, comment dire, j'avais l'impression que le roman n'avait pas fait sa révolution, contrairement à l'art plastique, à la musique. Alors, il y a eu des révolutions au niveau du roman, on peut le voir James Joyce par exemple, mais c'est difficile de faire du James Joyce après James Joyce. Il y a eu des tentatives également au niveau du nouveau roman, mais il faut bien avouer que c'est un demi-échec tout de même. Je vous invite à lire les romans du nouveau roman, c'est un peu fastidieux. Et donc il y a un échec, je crois, au niveau du roman, et moi-même je ne parvenais pas à écrire quelque chose qui me satisfaisait. Surtout, je n'arrivais pas à achever les romans que je tentais d'écrire. Et c'est en 2008 que je suis tombé sur un catalogue d'une exposition de Pierre Boulez au Louvre, une exposition qui avait été initiée par le directeur du Louvre d'alors, qui s'appelait Henri Loirette. Et il avait proposé à Boulez de disposer du fond du Louvre pour faire une exposition. Et Boulez avait fait une exposition autour de l'œuvre de points fragments. C'est-à-dire qu'il a présenté dans des salles des esquisses de tableaux, des esquisses, donc à la limite des partitions d'œuvres, en quelque sorte, et puis aussi également des esquisses de partitions, vraiment des partitions musicales. Et son propos était de dire qu'une œuvre, en fait, ne s'achève, on ne peut pas achever une œuvre. C'est-à-dire que lui-même est dans ce work in progress constant, c'est-à-dire qu'il publie des musiques parce qu'il y a des contraintes de temps, des contraintes budgétaires, mais pour lui, dans son esprit, une œuvre n'est pas achevable. C'est pas un beau mot, mais on ne peut pas achever une œuvre. Et quand j'ai compris qu'effectivement, il n'y avait pas de fin aux œuvres, ça m'a quand même beaucoup libéré. Et voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et quand vous voyez en fait un tableau sur une cimette dans un musée, en fait, vous n'avez que le moment d'une œuvre. Ce que vous voyez, c'est vraiment le moment d'une œuvre. Ce tableau aurait été différent s'il avait été achevé 10 minutes avant, un jour après. Et ça, c'est flagrant quand vous regardez, par exemple, les films de Clouseau, en voyant Picasso sur un même support, vont se succéder 10 peintures différentes. Et à un moment, il s'arrête parce que ça correspond au moment présent. Il trouve qu'à ce moment-là, ça lui convient. Mais il aurait achevé ce tableau 2 jours après, la toile était totalement différente. Donc en fait, les œuvres ne se terminent pas, ne s'achèvent pas.
Et il y a aussi cette anecdote de Bonnard qui discrètement allait retoucher ses tableaux dans les musées, parce qu'il estimait qu'ils n'étaient pas corrects, qu'il y avait des petites erreurs. Donc, alors, ce côté inachevé m'a beaucoup intéressé, et on en vient là à la partition, parce que du coup, je me suis dit, je vais faire des œuvres qui seront des maquettes d'œuvres. Et c'est-à-dire des œuvres qui ne seront pas achevées, ou je ne chercherai pas à terminer, mais simplement je propose un début d'œuvre, enfin, comme un synopsis, et présenté à chaque fois sous une forme particulière. Et ces formes particulières peuvent être considérées comme des partitions. D'où ma présence aussi ce soir. Cette œuvre, les unités perdues, est une partition de perte. Et alors, j'ai écrit d'autres livres, j'en ai publié qu'un seul après, c'est Les restes, prototype. Et d'autres livres ont été achevés mais ne sont pas encore publiés, et qui traitent du même sujet, de la perte et du manque, et à chaque fois, avec une présentation particulière qui correspond en fait à une partition littéraire. Alors, je vais essayer d'ailleurs de vous montrer la partition d'un autre de mes livres. Voilà, c'est Les restes. Alors, je ne sais pas, voilà. Donc, je ne sais pas comment on fait pour augmenter, peut-être que vous voyez. Oui. Là, vous voyez, c'est le livre, en fait, le texte commence donc à la page de droite, et il y en a comme ça sur 30 pages. Et alors, l'idée, c'est très administratif, c'est un tableau, si vous voulez, administratif, avec une colonne à gauche qui correspond au texte que je supprime pendant la correction de mes autres textes. C'est-à-dire qu'il y a dans cette colonne que des suppressions issues d'autres textes. Et je mets dans une colonne le nom de l'œuvre d'où elles sont extraites, je mets la fréquence des corrections par jour et ensuite la date. Et donc là, on a affaire à une partition de suppression. Donc c'est un exemple donc, de ce que je fais pour entrer dans qui correspond au sujet de ce soir. Et il y a toujours un parallèle entre mon travail littéraire et les arts plastiques, et en particulier celui-ci. Ça me fait penser toujours à Tacitadine, qui est l'artiste anglaise, et qui disait de Cy Twombly, le peintre américain, qu'il peignait en effaçant. Et du coup, là, j'écris en effaçant. Voilà, ça c'était un parallèle avec le monde des arts plastiques et de la littérature. Alors ensuite, il y a une autre question qui revient souvent, enfin non pas souvent, elle m'a été posée 3 fois en fait. Pourquoi j'ai écrit les unités perdues? Alors ça c'est une question qui m'a toujours un peu embarrassé. La première fois qu'elle m'a été posée, c'était par François Dominique dans cette fameuse lettre de 8 pages au début. Et je lui ai répondu, j'étais vraiment très sincère à l'époque, que je ne savais pas pourquoi je le faisais, et que peut-être je pourrais lui donner une réponse quand j'aurais achevé le livre. En fait, je sentais instinctivement que si j'analysais trop précisément le travail que je faisais, il était fort possible que je me bloque et que je ne puisse pas continuer le bouquin. Donc je savais que je devais le faire, je l'ai fait, mais je ne me posais pas de questions pour ne pas interrompre le déroulement du travail. Et ensuite, quand le livre a été fini, je n'ai pas non plus donné de réponse à François Dominique, je suis resté silencieux, mais il n'a pas insisté. Et la deuxième fois où cette question a été posée, c'était en fait l'année dernière à New York. Le livre a été publié aux États-Unis, traduit et publié aux États-Unis par Sémiotext. Et Sémiotext, c'est une maison d'édition assez étonnante qui a été créée par le français, en fait, dans les années 70 à New York et qui est maintenant établie à Los Angeles. Et c'est cette maison d'édition qui a diffusé aux États-Unis très largement tous les philosophes français de l'époque, des années 70-80, Baudrillard, Deleuze, Guattari, etc., et qui ont fait vraiment fureur aux États-Unis. Il y a eu ce mouvement qu'on a appelé la French Theory. Et donc tout est né de cette maison d'édition. Alors j'ai été flatté qu'ils me proposent de me publier, mais c'est vrai que je ne comprenais pas vraiment ma place dans cette maison d'édition. Et simplement, ils m'ont expliqué qu'ils souhaitaient faire un département consacré à des écrits qui soient à la fois poésie contemporaine et art contemporain. Alors, je devais être le premier livre
de ce département. Je ne sais pas ce qui est devenu, en fait, je crois que pour moi, je suis tout seul pour le moment, mais il y aura sans doute des suites. Et donc, Sémiotexte a été, par un hasard heureux, invité l'année dernière à New York pour la biennale du Whitney Museum. Et donc, à ce titre, ils m'ont invité pour présenter le livre et lancer donc le livre aux États-Unis en faisant une lecture au Whitney Museum. Et ce qui m'a embarrassé, enfin le projet, c'était vraiment que je fasse une lecture, c'était tout. Sauf que 2 jours avant, on me dit oui, mais peut-être que vous pourriez faire un texte pour présenter, dire pourquoi vous avez écrit ce texte, etc. Donc là, j'étais un peu ennuyé parce que c'était une question que je n'aime pas trop. Mais donc il a fallu surtout que je réfléchisse encore une fois à cette question. Et là, j'étais un petit peu acculé. Et donc pendant 2 jours, je suis allé travailler à la librairie, à la bibliothèque qui se trouve en bas de la 5e, une immense bibliothèque municipale, dans la salle de lecture. Et puis là, j'ai essayé de cogiter un petit peu. Et j'ai écrit un texte qui s'appelait le sujet manquant, et qui me semblait pouvoir être une réponse possible. Alors, ce texte, je devais le lire donc, au Witness, sauf que pour les raisons XY, ça n'a finalement pas été le cas. Je me suis contenté de faire une lecture. Mais éventuellement, je me propose de vous lire la fin de ce texte que j'ai écrit, qui est un peu étrange, mais enfin, je ne suis pas convaincu par le style, mais en tout cas, je dis dans ce texte quelque chose qui est important, que je n'avais pas dit ailleurs. Donc je vous le lis très simplement comme il a été fait. Il m'a fallu reconnaître dans les sujets manquants, pardon, je vais faire une petite interruption concernant les sujets manquants, j'ai bien expliqué. Ce texte est effectivement intitulé « Sujets manquants », c'est-à-dire que les unités perdues, en fait, ce sont le fait de les renommer. Je parle dans mon livre que d'œuvres disparues, et le fait de les renommer, vous leur redonnez une présence. Et en fait, vous les extrayez de l'anonymat où ils étaient ou de l'oubli où ils se trouvaient, pour leur redonner une place de sujet dans l'histoire. Alors évidemment, ce n'est pas une place matérielle, mais au moins, elle réexiste. Donc c'est ça ce que je voulais dire par le sujet manquant. C'est-à-dire que le manquant, le sujet, c'est pas qu'il manque, c'est que, voilà, on n'en parle pas et on le ressuscite de cette manière-là. Donc, je vous relis le texte. Il m'a fallu reconnaître que les sujets manquants, énoncés dans les unités perdues, en appelaient un autre, que ces sujets étaient dans leur défaillance pour dire un sujet particulier manquant au monde. Ce dernier aura tenté, par les moyens dont il dispose, d'ordonner en partie son nom dans la périphérie des actes et des réflexions retenues des autres hommes, de peser, par ce qu'il aura emprunté du monde et de ses pertes, lui-même ignore ses origines et son avenir, et n'a su jusqu'ici affirmer correctement sa présence. Cependant incontestable, ce sujet manquant vit dans les marges du livre et porte le nom publié de l'auteur de ces lignes, lequel voudrait, dans l'exercice d'un travail littéraire fondé sur des manques, s'assurer la qualité de sujet. C'est un espoir, ce n'est peut-être qu'une illusion supportable. Alors, moi, ce que je trouve un peu insupportable, c'est en fait d'en arriver jusque-là, c'est-à-dire de dire beaucoup sur soi. J'essaie, moi, de parler de moi, mais toujours de manière transversale. Mais disons que là, je le dis peut-être un peu plus nettement. Je dis franchement ce que je ne voulais pas dire. C'est-à-dire que le sujet du livre, fatalement, est aussi un peu l'auteur. Et alors, pourquoi? C'est parce que je crois que toute création littéraire, artistique, est à la base fondée sur une faille personnelle. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que et c'est cette base personnelle qui va vous permettre de créer une œuvre personnelle. Et ça, c'est une chance. Ensuite, le fait que vous parliez d'un traumatisme humain, même si vous ne le nommez pas, si vous parlez de failles humaines, fatalement, vous allez aussi concerner une communauté beaucoup plus importante que la vôtre, que votre seule famille, parce qu'elle concerne tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, quand je terminais, je vous ai montré tout à l'heure la fin du livre, je dis « Henri n'a toujours pas été identifié ». Certes, je parle de moi, je joue sur mon nom par rapport à la situation qui est faite, mais en même temps, je parle de vous. C'est-à-dire qu'on est tous on est concernés tous par ce même problème, c'est-à-dire qu'on essaye de s'identifier, on essaye de s'affirmer comme sujet. Et je pense que le cœur du livre est en fait ça. Voilà. Et ceci dit, ça, je ne l'avais pas dit à François Dominique, mais bon.
Alors, après, je ne sais pas si je peux continuer ou oui. Ensuite, comment dire, mon projet à la base, c'était aussi de décliner, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire de ce texte donc un feuilleton littéraire, ensuite c'est passé à l'étape du livre. Après, il y a eu deux propositions. J'ai fait une pièce radiophonique pour la France Culture et une vidéo. Et donc, après l'étape suivante, évidemment, j'aimerais beaucoup faire une présentation plastique, entre guillemets, de ce texte. Il y a des possibilités tout à fait évidentes. Alors, je voulais vous parler donc de la version radiophonique. Donc, elle m'avait été demandée par Frank Smith et Christophe Langlois pour les ateliers de création radiophonique. Et j'avais demandé à ce moment-là à Denis Lavant, que je connaissais, qui aime beaucoup le texte et qui souhaitait le monter sur scène, mais pour le moment ça n'a pas été fait, s'il acceptait de faire le texte, de lire le texte pour la radio. Donc ce qu'il a fait. Et sur cette voie générale, il lit le texte du début jusqu'à la fin. Et sur cette voie, pendant 1 heure, la pièce dure 1 heure, j'intègre des voix d'auteurs dont je parle dans le livre, par exemple James Joyce, Rainer Müller, des tas de gens morts, dont je parle, et donc qui viennent compléter la voix de Denis Lavant. Et j'ai demandé également aux amis que je connaissais, qui étaient plasticiens, poètes, etc., dont je citais les unités perdues dans le livre, de me lire eux-mêmes leur unité. Alors ils l'ont fait soit en venant l'enregistrer leur voix à la maison de la radio, et ceux qui ne pouvaient pas, leur demander de me lire leur unité sur mon répondeur téléphonique, et j'ai récupéré leur voix que j'ai ensuite intégrée à la voix générale. Alors j'ai apporté en fait la partition de la partition, parce que si on considère que les unités perdues sont une partition, ce qui est tout à fait vrai, j'ai fait ensuite une partition donc, pour la radio de cette partition-là. Et alors, vous n'avez pas peut-être quelqu'un peut venir me dire à tenir Alors en fait, ça c'est la partition de la partition. Donc c'est la version, si vous voulez, audio du livre. C'est-à-dire qu'il y a la ligne générale et autour vient s'agréger toutes les voix secondaires. Bon, j'adore ce genre de travail, c'est pour ça que je vous le montre. C'est bon, merci beaucoup, c'est gentil. Ensuite, j'avais fait on m'avait demandé de faire on m'avait demandé de donner une carte blanche pour l'École nationale de création industrielle de Paris. Et c'était le poète, comment s'appelle, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, c'est Frédéric Dumont, qui organisait des ateliers pour les élèves de cette école. Il m'avait donné carte blanche et moi j'avais proposé de faire une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo merci, du livre. Et là c'était alors il y a un rapport direct avec ce qui a été fait en introduction avec Georges Brecht, parce qu'en fait je suis parti pour faire cette vidéo de la dernière vidéo Fluxus. Alors le mouvement Fluxus c'était 62-70, et la dernière vidéo a été faite par Mike Parr et Peter Kennedy. Et cette vidéo, elle dure peut-être 1 minute, alors elle est faite avec vraiment très peu de moyens, c'est des caméras Super 8, j'imagine, c'est noir et blanc. Et on voit un homme qui fait, avec le micro c'est compliqué, qui fait ce mouvement-là devant la caméra, avec les 2 mains, et au fur et à mesure qu'il fait ce mouvement, lui disparaît, c'est-à-dire que l'écran s'opacifie, et lui finit par disparaître complètement de l'écran, et à la fin de la vidéo, c'est donc un écran blanc. Et c'est la fin du cycle du film Fluxus. Alors je me demandais comment il parvenait à ce flou. Et en fait, à chaque fois, il mettait un morceau de scotch sur l'objectif. Donc au moment il disparaît. Donc après, je me suis dit, bon, moi je vais faire le 38e film Fluxus en reprenant à l'envers. C'est-à-dire que je pars de l'écran noir, pour le coup, et je termine sur un écran où est présenté le visage d'un homme. C'est-à-dire que l'idée, et pendant ce temps, en voix off, vous avez le texte des unités perdues qui est dit, et donc plus le texte des unités perdues est dit, et plus apparaît l'homme à l'écran. Et qui, pareil, a ce mouvement, mais moi j'ai bidouillé
un système devant l'écran, je mettais une succession de flexibles, je ne sais pas comment on appelle ça, de transparents, et donc il les supprimait au fur et à mesure, et au bout d'un moment, donc cet écran est noir au début, comme les films j'oublie son nom, et de bord, et à la fin, donc l'homme apparaît. Et l'idée, c'était de dire que les pertes, comment dire, que l'homme se construit aussi sur les pertes et les manques. Et que ça, c'est une notion qui est aussi importante dans le livre. C'est-à-dire que les pertes, le manque, ça peut être un tremplin pour construire quelque chose et non pas détruire. Il faut pas, et c'est ça que, je veux dire, mon bouquin non plus n'est pas une complaisance. On ne se complaît pas dans la mélancolie ou quoi que ce soit. Au contraire, on essaye de construire quelque chose avec nos handicaps. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est... Voilà, en gros, ça... Je vous remercie. Quand j'entends unité perdue, moi j'entends des patrouilles militaires qui ont disparu. Une unité, c'est aussi un terme militaire, une unité... Oui. Mais il n'y a pas du tout cette connotation. Non. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Non, c'était vraiment tiré d'un article mathématique. Et c'est vrai qu'au début, j'ai oublié de dire ça, mais je lisais beaucoup de biographies de poètes, d'écrivains, etc. Mais également, de temps en temps, de mathématiciens et de physiciens. Parce que je trouvais que c'était un milieu extraordinaire et surtout qu'il y avait une poésie formidable dans les théories mathématiques et physiques. Et d'ailleurs, vous verrez beaucoup de poètes aujourd'hui, je pense à Roubaud, je pense à des plus anciens comme Queneau ou Valéry, qui étaient très très bons mathématiciens. Et je crois qu'il y a un plaisir dans la théorie mathématique qui est un peu comparable au plaisir poétique. Voilà. Et donc c'était en lisant donc un article de mathématiques que j'ai découvert cette... Mais je crois qu'aussi ça a été utilisé pour les jeux de rôle sur Internet, j'ai vu ça un peu plus tard, mais bon voilà. Mais non, il n'y a pas de notion militaire en tout cas là-dedans. Moi j'ai eu un autre malentendu qui provient à la fois du titre et de votre nom. Je l'ai rattaché évidemment à l'histoire de l'international situationniste et que ce terme d'unité perdue sonnait pour moi, quand j'ai découvert le livre, presque sur un quiproquo au départ, dans la continuité de cette histoire-là. Évidemment, il n'y a pas de lien. Sinon peut-être que, enfin, c'est pas un lien, mais de mon point de vue, l'histoire, en tout cas des avant-gardes, c'est peut-être la dernière avant-garde qui n'a pas laissé d'œuvre, qui a fait en sorte de ne pas laisser d'œuvre et donc d'être dans des unités perdues dans sa radicalité. Ouais. Mais en tout cas, moi je l'avais perçu, puisqu'on est sur l'histoire du titre. Et Debord a quand même laissé... Ah, vous parlez, oui, mais Debord a laissé une œuvre. Il a laissé une œuvre, mais quand je dis le mouvement de l'international situationniste dans sa totalité, évidemment. Ceci dit, je l'ai mis dans le livre, il a brûlé le dernier panégyrique, je ne sais pas combien, il l'a brûlé. Il y a une interruption quand même dans son œuvre. Mais il n'y a pas de rapport, effectivement, avec... Alors, merci d'abord, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié et toutes les entrées, en fait, il y a quelque chose d'assez généreux qui donne envie de participer à ça. C'est-à-dire que je pense qu'à chaque rencontre, c'est l'occasion d'une unité perdue, quoi. Enfin, en vous écoutant, on a envie de participer à cet endroit-là, quoi. Et quand on a commencé à travailler sur la question de la partition, il y avait la question des faussaires qui m'intéressait. Et par rapport à cette notion de manque, il y avait cette possibilité de travailler par rapport au manque. Et je voulais parler de ce faussaire que je connaissais par ailleurs, et j'ai un peu plus recherché en vue de la conférence de ce soir, qui s'appelle Hans van Meerderen, que je ne prononce sans doute pas comme il faut, mais c'est pas grave, qui est un personnage vraiment particulier aussi dans le monde des faussaires, parce que lui aussi a travaillé sur cette question des unités perdues, c'est-à-dire que dans la bibliographie de Vermeer, il y a un moment donné où il y a un manque dans son travail, dans sa production. Donc il y a une période qui n'est pas censée être une période de non-production, dont on ne sait rien.
voilà, par rapport à la signature et aux dates des tableaux. Donc en fait, ce personnage, artiste à la base, part de ce manque-là pour construire quelque chose, de cette unité perdue pour construire quelque chose. Et construire... donc son histoire, elle est assez marrante parce que c'est quelqu'un qui s'est construit... qui s'est inscrit en cachette aux Beaux-Arts malgré son éducation extrêmement stricte et son père pour qui il était hors de question qu'il rentre dans la peinture. Et il commence de manière assez laborieuse, il a un travail qui est à un moment donné regardé, et puis avec une petite visibilité, un début d'estime, et à un moment donné dans son travail il se fait absolument détruire par la critique, puisqu'il arrive à un endroit, et puis un point de non-retour par rapport à une exposition où on le relègue dans les bas-fonds de la peinture, et en fait il nourrit un sentiment de vengeance et il se construit aussi par rapport à cet échec-là et il dit bon bah ok, ça c'est entendu, je vais contourner l'obstacle et je vais vous le faire à l'envers comme jamais on vous l'a fait. Et il commence à travailler, c'est quelqu'un qui est doué techniquement et c'est à partir de ce ressentiment et de cet échec-là qu'il construit un endroit et qui réinvente un endroit de la peinture Vermeer. C'est-à-dire que c'est pas seulement un faussaire et qui serait donc un copiste, mais il réinvente une partie et il produit une œuvre qui est une œuvre originale, son premier tableau, c'est... c'est le Christ à Emmaüs, c'est-à-dire qu'il fait des toiles qui sont dans des dimensions beaucoup plus grandes. Et il se fait démasquer en fait parce qu'à un moment donné, il voit que c'est très lucratif, donc il se prend au jeu. Tout le monde, ce moment-là, c'est important, c'est pendant la guerre en fait. C'est-à-dire qu'il produit, par le biais de ses amis, il produit des tableaux qui sont écoulés, ressortis. Tout le monde est très excité à l'idée de redécouvrir ces Vermeer, donc à quelques années de différence, ils ressortent. Et ils ressortent et ils sont achetés des fortunes parce que les Allemands sont aux portes. Et en fait, on ne veut pas que ce trésor et ce patrimoine disparaissent, donc ils sont achetés à des prix très importants. Et à un moment donné, il est démasqué parce qu'à la Libération, on retrouve un de ses tableaux chez Göring, dont vous connaissez la frénésie pour l'art, et qui était un grand collectionneur, c'est pas vraiment le mot qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, ce tableau a été acheté par Göring. Et c'est une pièce qui est moins bien finie et moins bien faite, parce que Göring était un espèce de boulémique, et en fait il s'est fait duper à un endroit, mais ça s'est retourné contre lui, puisque quand les tableaux ont été retrouvés chez Göring, on a trouvé ce tableau, et là on a vu que c'était un faux, et à partir de ce faux, on a démasqué son auteur, Hans von Meegeren, et un procès a eu lieu. Voilà, ça c'est des images donc. C'est assez étonnant parce qu'on a ce personnage qui meurt quelques mois après son procès et qui tout d'un coup est un héros national puisqu'il a réussi à tromper les nazis. Donc tout d'un coup il devient ce qu'il a toujours rêvé d'être, c'est-à-dire à la lumière et être reconnu comme un artiste. Et en fait il est condamné à une peine qu'il ne va même pas faire, qui est d'1 an de prison. Et ce qui est très beau, c'est qu'il est donc emprisonné et on lui demande de prouver que c'est lui qui a fait les tableaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il retourne tellement la critique dont le plus grand spécialiste de Vermeer de l'époque, qui s'appelle Abraham Redius, qui est absolument scandalisé. Tout le monde s'est fait retourner par ce personnage. Donc il y en a qui continuent à camper sur leur position. Donc la posture d'Abraham Redius, je vous lis un extrait d'un morceau qu'il a publié dans une revue. Ce qu'il dit de ce tableau qu'on a derrière nous. Nous avons ici un chef-d'œuvre, je dirais le chef-d'œuvre de Vermeer, un de ses tableaux les plus grands par ses dimensions, une œuvre totalement différente de toutes les autres, et dont pourtant chaque pouce ne peut être que de Vermeer. Voilà. Donc il est emprisonné et on lui demande de réaliser un tableau. Prouver que c'est bien lui l'auteur, c'est-à-dire que ça se renverse complètement. La critique campe sur ses positions, ne veut absolument pas passer
pour ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est absolument ridiculisée. Et donc là, on le voit en prison, en train de réaliser un tableau et de révéler donc ses secrets, de prouver qu'il en est bien l'auteur. Voilà la salle d'audience transformée en galerie, ce qui est assez étonnant. Voilà, c'est la dernière image. Voilà, c'est vraiment une périphérie par rapport à votre livre, mais il y a quelque chose comme ça de comment tirer une puissance et comment partir d'unité perdue. Il y a une famille de faussaires à Londres qui s'est fait choper l'année dernière et qui parle de la même chose, c'est-à-dire comment on part à l'endroit de la bibliothèque, à partir en effet d'unité perdue, et qu'on exhume tout le travail du faussaire. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, enfin en tout cas, qui était par le biais de ce personnage-là particulièrement, mais c'est pas le seul, mais qu'il y avait quelque chose comme ça d'assez étonnant et qui crée des puissances de travail aussi, quoi. Pour moi, c'est des unités rajoutées. L'invention par Van Meegeren, le remplissage de cette période vide de Werner, c'est plutôt des unités rajoutées. Mais en même temps, ça correspond à un blanc. Bon, moi, je vais parler un petit peu mais rapidement, pendant qu'ils changent leurs clés, je vais parler de 3 cas de traduction. De traduction, parce que je connais bien la traduction, j'ai pratiqué la traduction, je le pratique toujours. Et donc, le premier, c'est un tableau. Alors, je pars de peinture, mais vous allez voir que je vais arriver très vite à la traduction. Donc, c'est un tableau du Caravage, qui s'appelle Sainte Marie-Madeleine, qui a été peint vers 1606 par le Caravage et qui a été définitivement perdu, et dont il existe un nombre de copies d'époque absolument gigantesques. Et donc on a toutes les copies, mais on n'a pas l'original. Et pour moi, c'est exactement comme si on avait d'un texte des traductions dans toutes les langues, mais l'original dans la langue d'origine a été perdu. Ce qui est un cas tout à fait inimaginable à ma connaissance. C'est-à-dire que ce qui est possible dans le cas des arts plastiques, avec le Caravage, n'est évidemment pas possible en littérature où l'origine, on ne connaît pas, enfin à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de cas où on connaisse des traductions dans de nombreuses langues d'un texte en ayant perdu l'original. Le deuxième cas qui est lié à la traduction, alors là c'est plus autobiographique. Il se trouve que j'ai traduit il y a maintenant un peu plus d'une décennie les textes théoriques, tous les écrits théoriques de Robert Morris, grand artiste conceptuel, minimaliste américain, pour une maison d'édition qui est très célèbre, qui s'appelle Macula, donc pour Chanclay. J'ai donc signé un contrat pour cette maison, j'ai fait mon travail de traducteur, je n'ai pas été entièrement payé, je tiens à le faire savoir. Et le livre n'a jamais... J'ai remis ma traduction aux éditions Macula, et depuis une quinzaine d'années, le livre n'est toujours pas publié. Donc il y a là une unité perdue, pas par moi, parce que j'ai un double de ma traduction, mais pour le public français, c'est un livre qui est toujours illisible, sauf pour les lecteurs anglophones. Et le troisième cas de traduction, mais qui est un tout petit peu tiré par les cheveux, c'est aussi autobiographique, donc ça va tout à fait à l'encontre de l'entreprise de Henri Lefebvre. Il se trouve que je publie l'an prochain, en 2016, un roman, pas un roman, mais ça va s'appeler Diptyque d'ailleurs, c'est un indice, sous pseudonyme. Donc je publie sous pseudonyme, et sur la couverture figurera, en dessous du titre que je ne vous révélerai pas, traduit de l'anglais par quelqu'un. Et donc évidemment l'original du texte anglais n'a jamais existé, et à mon avis n'existera jamais. Oui, c'est-à-dire que s'il n'est jamais traduit en anglais, ça fera une espèce d'original curieusement postérieur. Oui, l'original postérieur. Oui. Et le recueil de, si je ne m'abuse, le recueil de Maurice, qui n'existe plus, s'appelle Continuous Project and
Oui, donc le titre de Robert Morris, comme tu le dis, c'est Continuous Project Altered Daily, qui est le titre d'une pièce de Yvonne Rainer, donc cette danseuse que vous avez pu voir à la Friche il y a maintenant combien de temps? Un mois, 2 mois? 2 mois, elle était là, elle était en scène. Je veux bien le point doc, Brice. Je veux bien ton document de traduction. J'ai choisi juste une petite histoire dans l'histoire, qui est ce dialogue dans le temps entre finalement quelqu'un qui ouvre le siècle, qui est Picasso, et qui le couvre même, puisqu'il l'ouvre, et quelqu'un qui, de mon point de vue, le clôt plutôt avec justesse, c'est Martin Kippenberger. Et c'est aussi pour dire qu'une unité perdue n'est jamais totalement perdue et que toute œuvre est à parachevée et qu'elle n'est jamais totalement laissée et morte. Les artistes meurent, mais les œuvres non. C'est peut-être pour ça qu'on fait de l'art d'ailleurs, pour venir toujours parachever quelque chose, c'est une manière de ne pas mourir. Et ce que je trouvais assez beau dans cette série, c'est que Kippenberger va peindre les tableaux que Picasso n'a pas pu peindre de Jacqueline Picasso, puisque c'était sa dernière femme, et qu'il est mort avant de pouvoir... Il l'a portraituré, il a fait une série de tableaux, mais il n'a pas pu en faire beaucoup. Et Kippenberger va, lui, finalement parachever et faire un ensemble de portraits de Jacqueline Picasso, ce que Picasso n'avait pas fait. Et l'autre ironie du sort, c'est que, enfin, qui peut-être pas une ironie, mais ces tableaux sont peints en 96 et Kippenberger est mort en 97. Donc il y a quelque chose qui est aussi d'un passage de relais d'une œuvre à une autre et d'une mort à une autre finalement. Picasso n'a pas pu terminer et Kippenberger finalement lui non plus n'a pas pu terminer. Mais Jacqueline Picasso continue à exister sous forme de portrait. Donc voilà, c'était une manière aussi de revenir sur cette idée des unités perdues comme aussi, non pas des choses mortes, encore une fois je me répète, mais comme des choses potentiellement toujours à réanimer, à réactiver. Et c'est, je crois, que ce qui a motivé, en tout cas pour ma part, cette idée de la partition qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que c'est un espace justement qui permet de penser l'œuvre comme une passation, comme un passage de relais et des choses à parachever. Voilà. Alors peut-être avant d'ouvrir les questions à Henri et refaire un petit peu de lumière dans la salle peut-être. Finalement, je ne pensais pas avoir d'unité perdue, je n'avais pas fait mes devoirs, et puis finalement, en discutant, j'en ai trouvé une, on est tous tes disciples maintenant. C'est l'histoire du père de Colette. Peut-être que tu connais, le père de Colette, tous les après-midi ou tous les soirs, enfin, à un rythme régulier, disait à sa fille et à sa femme, écoutez, je vais écrire mon roman. Qu'on me laisse tranquille, tu connais l'histoire. Je vais écrire mon roman, et il allait s'isoler au grenier, écrire son roman l'après-midi. C'était très religieux et religieusement respecté par la famille. Le père de Colette meurt, et sa mère et elle montent au grenier, et à un moment donné, ranger les affaires, et puis chercher le livre du père. Et ils trouvent dans une malle voilà, un dossier comme ça énorme, avec marqué... et elles ouvrent le dossier, et c'est une ramette de papier vierge, blanc. Il allait évidemment faire sa sieste. Et tu disais, de ces unités perdues, on construit aussi des choses. C'est qu'avec cette ramette de papier, la mère et la fille se sont partagées la ramette de papier. La mère Colette, Dido, je crois, s'en est servie pour recouvrir des pots de confiture. Et Colette a écrit le livre de mon père, qui est donc cette histoire véridique. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour Henri? Quand est-ce que tu as senti que c'était assez?
Parce que effectivement, c'est comme Maurice, hein, ça pourrait être Continuous Project. Oui, c'est un peu comme le problème. Je ne sais pas si on m'entend là. Ça marche? Oui. C'est comme ce que je disais pour Boulez, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des contraintes extérieures peut-être qui vous obligent à publier, mais sinon, par exemple, une question de temps, ça faisait 4 ans que j'avais terminé ce livre, ça me prenait beaucoup de temps, c'était vraiment tous les jours, et il y a un moment, peut-être une certaine forme de lassitude, il faut dire, et puis surtout, je ne voulais pas non plus, occuper ma vie, cette recherche à la perte, enfin, quoique ce que je fais ensuite, sont les mêmes sujets qui reviennent, mais ce livre-là, je voulais le terminer, entre guillemets. Donc il y a un moment où, au bout de 4 ans, j'ai dit j'arrête. Est-ce que, par exemple, comme on a fait ce soir, hein, de manière tout à fait cavalière, hein, Jean-Baptiste a pris les gants pour le dire, mais nous avons d'autorité continuer ton projet en quelque sorte, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui est repris ou... Moi, en tout cas. Non, pas par toi, mais par d'autres, oui, pourquoi pas. Mais moi, non. C'est terminé. Non, mais oui, pourquoi pas. Hein. T'es passé à autre chose. À un moment donné, tu parles du roman et d'un échec du roman oui. que je peux partager. Mais en quoi, pour toi, c'est une façon de faire du roman? De travailler, c'est la question du roman. Tu disais que c'était peut-être une alternative pour toi. Ce que je fais là? Oui. C'était plus particulièrement pour les restes dont tu parlais. Non, c'est pour tout le reste, c'est pour tous les autres, oui, c'est globalement. Comment tu articules ce rapport au romanesque, à la fiction? Mais je ne l'articule pas franchement au roman, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin, je crois, inné de raconter des histoires, entre guillemets, j'aime pas raconter des histoires comme on le fait traditionnellement, et j'aime bien ces recherches qui sont faites autour de certains thèmes, et puis les montrer à sa manière, à soi. C'est-à-dire que, en fait, quand je travaille beaucoup, alors, pas souvent en musique, mais après avoir écouté de la musique. Et ma musique, celle que j'écoute, c'est vraiment de la musique contemporaine. C'est-à-dire que j'adore, je passe peut-être Berriot, justement, Boulez. Et je trouve que c'est très stimulant. Mais cette musique-là, elle n'appelle pas, du coup, à une écriture, je dirais, normale, enfin, à laquelle on s'attend traditionnellement. Et donc, on est poussé vers d'autres expressions. Et je trouve ça très intéressant. Et pourquoi... Donc ce ne sont pas des romans, mais ce ne sont pas des romans dans la mesure où la longueur de texte que j'écris ne peuvent pas être comparées à la longueur mais ça peut être des nouvelles, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le roman me paraît relativement mort, de toute façon. Donc ça ne sert à rien de persévérer, je crois. Enfin, c'est bon, pardon. Mais disons que c'est une façon d'écrire, une façon de raconter des histoires sans en raconter, peut-être. C'est-à-dire qu'on donne l'essentiel de l'histoire, on la dépouille de tout ce qui est superflu, voilà, et on donne quand même une indication sur l'histoire tout de même. Mais elle n'est présentée que d'une manière très... sous la forme justement des partitions. On voit la colonne vertébrale de l'histoire. Après, c'est aux autres de faire leur... Il y a presque quelque chose de policier, de très froid dans la description, parce qu'il y a des gestes qui sont relatés là, la plupart, il y a une grande partie des unités perdues qui sont issues de gestes violents, oui. Autoritaires, J'avais jamais pensé à et ça. la description, elle pourrait être la description de quelqu'un qui fait le constat de ça, et qui serait un œil policier quasiment, assez froid, qui énumère ce que ces gestes sont... Le parallèle que je faisais tout à l'heure, c'était avec justement le monde de la presse. C'est-à-dire que les dépêches AFP, l'agence France Presse, elles sont conçues de cette manière, c'est-à-dire qu'elles partent en pyramide. C'est-à-dire que vous avez l'essentiel en haut, et puis plus vous descendez dans la dépêche, et plus il y a le superflu. Quoi. Donc moi, je m'en tiens au haut de la dépêche, c'est-à-dire à l'essentiel. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours supporté, le superflu, tout ce qu'on met autour, qui est trop... C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, des mouvements artistiques, j'aime beaucoup, par exemple, le Bauhaus, j'aime beaucoup ces gens-là qui dépouillent l'objet de ce qu'il y a en trop, qui n'est pas nécessaire. Ça encombre, il faut supprimer tout ce qui encombre. Parfois, là, il y a des personnes qui, de manière autoritaire, suppriment des parties des œuvres.
Enfin, le Turner, son collectionneur puritain, à sa mort, il a brûlé une bonne partie de son œuvre parce qu'il pensait que c'était superflu et qu'il ne fallait pas que ces dessins soient donnés au monde. Donc tous les dessins érotiques de Turner... Non, mais c'est plutôt à Turner de faire ce travail, si oui, mais jugé nécessaire de le faire, mais c'est pas quelqu'un d'autre en tout cas. Bien sûr, mais là on se trouve dans des situations où les unités perdues sont des gestes de destruction de tiers de la famille ou alors de collectionneurs. Là, pour le cas de Turner, je ne connaissais pas cette histoire, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que toute l'œuvre érotique, c'est-à-dire des centaines de dessins de Turner, avait été, à la mort de Turner, supprimée, brûlée et ouvertement brûlée. C'est-à-dire que c'était un acte pas en cachette, on fait disparaître cette chose-là, on le fait pour telle et telle raison, une espèce de puritanisme déplacé, mais il y a souvent des gestes autoritaires de destruction de ces unités perdues. Ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, qui me semble assez juste, sur le fait qu'elles soient peut-être nécessaires, ces unités perdues aussi, pour le bon fonctionnement d'une... Et on le voit autant du côté de la psychanalyse, Freud aussi nous dit que sur la mémoire, il ne faut pas trop conserver, c'est impossible, il faut un moment effacer pour que le cerveau puisse traiter la suite, et en neurosciences aussi, on a pu le vérifier. Et peut-être que tout simplement, voilà, ces unités perdues sont aussi des espaces de, comment dire, comme des réservoirs, des potentiels ou des zones nécessaires. Donc parfois cruellement supprimées, mais en même temps nécessaires dans une civilisation qui s'il n'y avait pas d'unité perdue, deviendrait une sorte de musée effrayant. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre presque du physiologique dans ces unités perdues, comme un moyen de respirer, de laisser des espaces vides, vacants et ouverts. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Parce qu'on est loin, mais on vous voit quand même. Merci. Moi, ça me fait penser à une expérience très récente autour de la disparition de monuments à Palmyre. Parce que je trouve que dans votre projet, que je trouve vraiment passionnant, je trouve qu'il montre la force du commentaire possible sur des choses qui meurent, qui disparaissent, d'une façon ou d'une autre. Voilà, la force du commentaire, de l'analyse critique des choses, de ce qui entoure les œuvres, qu'elles aient disparu, qu'elles soient là. Je ne sais pas si c'est du tout du même niveau, mais face à la disparition d'un certain nombre de monuments à Palmyre, là, j'ai lu un petit livre tout simple de Paul Venn, qui est un des grands spécialistes au monde de la civilisation romaine. Et le fait de lire un petit livre de 80 pages environ sur ce qu'avait pu être Palmyre, d'une certaine façon, ça m'a apporté ça m'a apaisé sur la disparition des choses, sur peut-être là aussi, même si c'est sans doute un peu trop concret comme exemple, sur des unités perdues. Et voilà, je voulais apporter cette expérience sur le commentaire des choses perdues, oubliées, etc. Je ne sais pas si ça vous inspire ou non. Excusez-moi, j'ai mal entendu au début, vous disiez que... Oui, Palmyre, j'ai compris, mais le commentaire, vous trouvez qu'il manquait des commentaires? Non, je trouve que c'est un travail paradoxalement qui, plus les unités sont perdues, plus ça appelle du commentaire, ça appelle de la critique, ça appelle de la parole, de l'écrit, de l'analyse, du partage, etc. Oui, sans doute, mais en fait,
Moi, je suis vraiment mal placé pour ça. En fait, c'est ce que je disais à Fabrice, je crois, quand on s'était vu. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites, hein, il me semble. Hein. Ça permet de débattre sur des sujets, etc. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout un homme alors de... Comment dire, je travaille, j'écris, et puis, c'est ce que je vous disais, il y a un moment, voilà, l'œuvre est faite, et c'est ce que disait Duras, elle disait moi, j'ai fait mon boulot, à vous de faire le vôtre. C'est-à-dire que je suis absolument incompétent pour poursuivre, disons, dans le débat, m'exprimer sur les unités périodiques, pour moi, c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui s'est imposé, je l'ai fait, mais je sais que le discours, le commentaire que vous pouvez faire là-dessus, c'est pas moi qui le ferai, en fait. Je pense pas. Ou alors d'une manière peut-être un peu maladroite, ou, parce que c'est sans doute parce que je ne peux pas le faire, que je ne sais pas le faire, surtout. Que je me suis intéressé surtout à dire justement ces pertes. Après le commentaire, c'est à d'autres de le faire. Mais moi, je ne me sens pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Je voulais juste dire que... C'est pour ça qu'en fait, j'aime bien quand les gens en parlent. J'adore ça parce que d'abord, ils disent des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Enfin, tout ce que vous avez dit sur les unités, bon, ça me plaît énormément. Peut-être aussi que, je sais pas, vous avez aussi des choses à dire sur ce livre. Mais voilà, ça c'est, je trouve, dans l'ordre des choses. Si vous voulez. Je voulais dire une autre chose aussi, je ne vais pas monopoliser la parole, par rapport à ce que vous disiez sur la dernière œuvre de Fluxus, à réactiver à l'envers, à rebours. Ça me fait penser aussi à un roman, ou en tout cas un livre, je ne sais pas s'il l'appelle roman, de Brice Mathieuson, qui s'appelle La vengeance du traducteur. Et qui est formidable parce que le texte disparaît, il n'y a plus que les notes du traducteur, quoi. Et que là aussi, d'une certaine façon, le commentaire remplace l'œuvre, mais devient œuvre aussi à son tour, etc. Je ne sais pas, moi je réfléchis à cette affaire-là, du fait que la perte n'est pas une perte, quoi. Et puis, il y a même méta, la méta. Marche plus là. Ça marche là. La méta unité perdue qui serait effectivement l'absente de tous les bouquets. C'est-à-dire que dans tout bouquet, il y a une fleur qui est absente, qui est l'idée qu'on a en commun de la fleur. L'idée que tous, quand on dit fleur, on a quelque chose. On ne sait pas quoi, parce qu'après les fleurs sont toutes différentes. Mais donc il y a, c'est la phrase de Mallarmé, c'est la part manquante. Il y a une part manquante, et cette part manquante, c'est celle qui est toujours manquante, c'est celle qui fait qu'on peut parler ensemble, qu'on peut utiliser le langage, qu'on peut utiliser des abstractions. Sans c'est ce que tu disais, à l'échelle du langage, c'est ce que tu disais de la mémoire, il n'y a de mémoire possible que parce qu'il y a de l'oubli, et en effet aujourd'hui, cette question est singulièrement importante et il va se poser encore plus pour vous de manière pressante, c'est-à-dire dans un monde technologique où on peut stocker quasiment infiniment, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais c'est astronomique, on stocke en un an plus de livres que l'histoire de... Enfin, c'est à peu près ça, hein. En 2 ans, on doit stocker plus de livres que depuis l'invention de l'imprimerie. C'est astronomique, donc la question de l'oubli et de la perte est vachement importante, et donc de ceux qui s'en souviennent. Et donc à une autre échelle, celle du langage, c'est l'absence de la fleur, de notre fleur commune, qui permet de faire un bouquet, qui permet d'en parler. Ce qui se passe, c'est que pour vous, ça a l'air facile, mais par exemple, nous, en tant qu'étudiants en art, mais si vous avez des conseils, je sais pas, j'ai l'impression que vous pouvez nous être utiles quant au travail d'écriture et à la diffusion de notre travail. Là, je me rends compte maintenant, c'est-à-dire que j'ai eu une chance inouïe au début, c'est-à-dire que quand j'ai publié ces 5 pages dans une revue littéraire, j'ai eu un éditeur avant d'avoir le livre. Je n'avais même pas fait le livre. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte au bout de 5 pages que ça pouvait faire un livre, il était enthousiaste. Et donc là, j'ai eu un éditeur. Mais c'est vrai que je n'ai pas cherché l'éditeur. Là, il est venu. Et ça venait au texte, ça venait du texte. Et là, je ne sais pas quoi dire. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, le texte était repris par un autre éditeur qui est donc Magnola Vanès, qui s'appelle Magnola Édition,
et qui est spécialisée dans l'art contemporain. Bon, elle voulait ce texte, une fois qu'il était épuisé chez l'autre auteur, chez l'autre éditeur, donc elle l'a repris. Mais après, moi, j'ai écrit d'autres textes qui n'ont pas été publiés parce que je rencontre les mêmes difficultés que vous. Il ne faut pas se leurrer. Donc les difficultés, elles sont là, il n'y a pas de facilité du tout. C'est vrai que j'ai eu de la chance pour ce premier titre, mais après, les difficultés sont les mêmes que les vôtres, je pense. Je crois que je me suis mal exprimé en quelque chose. Est-ce qu'il y a-t-il le poids de l'écrivain quand on envoie son travail? Non, Voilà. je ne pense pas. Non. Les éditions partent sur un principe neutre Oui. de réception. Oui. Ça, je crois qu'il faut... Oui. Il y a beaucoup de gens... comment dire? Oui. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de cercles, il y a beaucoup de maisons d'édition, comment dire, qui ne publient que des gens qu'ils connaissent. Enfin, vous voyez, il n'y a pas tellement d'ouverture. Donc là, c'est un peu difficile. Mais l'histoire de vous envoyer un manuscrit par la poste, ça marche encore, hein, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il faut tomber sur, évidemment, un éditeur sérieux. Mais vous en avez, il n'y a pas de problème. Ouais. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, en fait. Oui, mais alors, peut-être si j'ai un conseil à vous donner, alors par contre, ça je crois que c'est très important, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui le négligent, c'est de publier en revue. Alors ça c'est vraiment, mais hyper important. C'est-à-dire, d'abord, il y a énormément de revues littéraires. Je crois qu'à Marseille, vous êtes bien doté là-dessus. Vous avez énormément de très belles revues. Et alors à Paris, tous les ans, il y a un salon de la revue qui se trouve dans le Marais, je crois. Alors ça, c'est intéressant si vous pouvez y aller. C'est-à-dire que là, vous avez un panorama de ce qui se passe au niveau national. Et pouvoir publier en revue, c'est très gratifiant. D'abord parce que au début, c'est vrai qu'on n'est pas sûr de soi. Vous proposez un texte, finalement, vous voyez publier. Ce qui est vraiment important, c'est de voir ses écrits et même son nom. Je veux dire, c'est très bête, mais à partir du moment où vous voyez votre texte publié dans une revue, franchement, ça commence à changer beaucoup de choses en vous. Vous allez persévérer, ça va vous aider à continuer. Et puis, surtout, les revues sont lues par les maisons d'édition aussi. Il y a beaucoup d'éditeurs qui reçoivent des revues et voilà, qui peuvent faire... Moi-même, j'ai fait de l'édition. Alors, pour moi, je suis un peu en stand-by parce que j'ai une profession qui me prend beaucoup de temps. Mais j'ai créé une toute petite structure qui s'appelle les Cahiers de la Seine en 2000. J'ai publié jusqu'à à peu près il y a 4 ans. Et j'ai commencé par des éditions à tirage. Je ne fais que des tirages limités, mais les premières éditions, c'était au plomb. Alors, c'était dans les coffrets, c'est un truc un peu chiadé. Et alors, je faisais travailler un artiste contemporain avec un poète contemporain. Voilà, donc c'est moi qui faisais le choix des auteurs. Et comment je faisais le choix des auteurs? Eh ben, j'allais regarder dans les revues littéraires, j'allais aux lectures, etc. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Et je vois des auteurs que j'ai publiés qui sont maintenant chez Flammarion. Je pense à Isabelle Garon, j'ai publié ses 2 premiers bouquins, maintenant elle est chez Flammarion. Et voilà, et je l'ai découvert comme ça un peu par hasard. Et vraiment, alors si j'ai un conseil, oui, ce serait de travailler dans une revue, enfin de publier dans des revues. Et en plus, les revues créent des réseaux, elles sont... parce que tout seul, on n'est rien du tout. Hein. Donc il faut être entouré par des gens de ce milieu-là. Donc si l'idéal, c'est de travailler aussi dans une revue. C'est ce que j'ai fait pendant 8 ans. J'étais dans une revue, alors très, très classique. Je l'ai même dirigée pendant 1 an. Et ça aide énormément parce que vous faites un réseau formidable, à la fois auprès des écrivains, des éditeurs, etc. Donc la revue, je crois, c'est un conseil que je vous donnerais. Oui. Pour moi, vos unités perdues me font un peu penser à une sorte de devoir de mémoire. Et je voulais savoir si c'était alimenté par une certaine peur de perdre quelque chose. Et pourquoi justement est-ce que ce soit dans le domaine artistique et pas dans un domaine peut-être plus personnel, et si c'était ça qui avait alimenté justement votre travail. Oui, et là je crois que vous avez complètement raison. C'est la peur de perdre, oui, ça je l'ai. Hein. Mais le truc c'est que je ne peux pas non plus entrer trop dans le détail de ma vie, etc. Mais il y a chez moi quelque chose qui m'oblige à écrire là-dessus, ça c'est évident. C'est fondé sur ce que je disais tout à l'heure, sur des failles. Alors, je crois que c'est pas la peine de s'étaler, de dire enfin, j'ai pas envie de dire mes problèmes, tout ça, on a chacun ses problèmes. C'est une littérature d'ailleurs que je n'aime pas trop, qui est assez à la mode, mais vous voyez beaucoup d'écrivains qui s'étalent
qui racontent leur vie, leur truc. Enfin, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est au contraire de parler de petits problèmes que l'on a soi, mais qui sont tellement humains qu'ils peuvent être le problème de tous. À ce moment-là, quand vous parlez de quelqu'un, vous arrivez à parler de tout le monde. Et c'est ça qui fait la valeur d'un livre, je crois. Ça, c'est pas intéressant de parler que de soi. Ce qui compte, c'est de parler de nous tous. Enfin, que ça touche quelqu'un, enfin, beaucoup plus de monde que soi. Enfin, voilà. Donc, mais c'est vrai que vous avez raison, mais je ne peux pas trop m'étendre non plus sur mes failles. Mais ça part de ça, oui. Oui. La peur de perdre, c'est pas mal, oui. J'essaie de lire avec... c'est Henri qui est le dernier, la dernière unité. C'est-à-dire que c'est la dernière unité, je joue sur ce nom-là qui n'est pas le mien dans le texte, enfin on parle de quelqu'un d'autre, mais évidemment ça me correspond tellement que j'ai souhaité le mettre à la fin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais le fait de dire ça, voilà, je parle aussi de tout le monde, il ne faut pas... c'est ça, oui. Moi, ça me fait penser tout d'un coup à ce jeu de taquin, je crois, ça s'appelle comme ça. Mais si on connaît tout ça, c'est des images qui sont en carré et qui sont mélangées. Tu vois, l'image est découpée en petits carrés, et puis il y a un trou qui permet de permuter et de rétablir et de refaire l'image. Voilà, un Rubik's Cube, mais en 2D, avec une image comme ça. Et cet espace vide permet de faire permuter l'image qui a été fragmentée, et, tu vois, et de reconstruire l'image perdue de la vérité, quoi. Ça permet de se reconstruire, quoi. Moi, j'ai une dernière unité perdue à citer. Ça se passe le 7 février 1497 à Florence. À ce moment-là, des disciples du moine Savonarole, qui finira au bûcher, lui, a aussi été perdu, organise le bûcher des vanités. Et dans le bûcher des vanités, il y a énormément de citoyens de Florence qui viennent jeter des cosmétiques, des robes luxueuses, des bijoux, des instruments de musique, des miroirs. Et il y a un certain Sandro Botticelli qui porte lui-même dans le feu certaines de ses toiles qui figuraient des nus mythologiques. Donc il y a plein de toiles, un certain nombre en tout cas de toiles de Botticelli qui disparaissent. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une sorte d'autocensure, peut-être contrainte, et la présence du feu qui revient aussi très fréquemment dans les unités perdues, hein. Que ce soit les incendies accidentels, ou que ce soit des œuvres de guerre, ou que ce soit aussi des volontés individuelles de détruire ses propres œuvres, les écrivains qui jettent au feu, Joyce avec Nora qui se brûle et qui récupère un 5e de Stephen Moore. Et là, c'est Sandro Botticelli qui est obligé, en tout cas il le fait, hein, de jeter un certain nombre de ses propres toiles dans ce qu'on a appelé le bûcher des vanités. Bon, peut-être s'il n'y a plus de questions dans la salle et sur la scène, on va peut-être s'arrêter là. Peut-être puisqu'on parlait du feu et des bûchers, peut-être sur une citation que j'aime bien, je pense qu'on aime bien tous de Debord, In girum nocte et consumim nocini. Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. Donc, je crois que c'est parfait. Merci Henri Lefebvre, merci Nicolas.